Donc en gros, bon, le VIH, vous savez que ça touche, il y a 3 populations cibles principales. Donc il y a les toxicomanes par voie intraveineuse, mais maintenant avec les programmes d'échange de seringues, ces personnes-là se contaminent très peu. Et au début de l'épidémie, il y a beaucoup de gens qui sont morts, et ceux qui ne sont pas morts sont soignés. Et voilà, plutôt des problématiques liées à l'antériorité de la toxicomanie, avec des problèmes sociaux, mais bon, qu'on n'étudie pas, on ne les étudiera pas ici. Il y a les populations, les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, qui sont la première population à risque d'infection par le VIH, avec une épidémie qui continue et une transmission qui continue dans ce groupe de population. Et il y a les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, en fait, donc des migrants, ça c'est un terme très, très vague et très large. Donc les principaux migrants qui sont touchés, c'est les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, 66% des migrants, et beaucoup de migrants originaires d'Amérique latine, d'Haïti. Et comme on a des cibles OMS, d'éradication de la polio, de baisse des taux de tuberculose dans le monde, etc., on a des cibles, des vœux pieux, entre guillemets, des Nations Unies pour faire baisser la prévalence de l'infection par le VIH dans le monde, ou en tout cas et de la transmission. Donc en fait l'idée c'est que les objectifs pour 2020, donc pour dans 3 ans, sont des objectifs qui ont été édités en 2015, c'est parmi les personnes infectées, donc on ne sait pas on n'a pas toute la population des personnes infectées, il y en a qui se savent infectées, qui ont fait des tests, et d'autres qui ne se savent pas infectées. Donc parmi l'ensemble des 100% de personnes infectées, l'objectif pour 2020, pour dans 3 ans, c'est que 90% des personnes aient fait un test et soient diagnostiquées avec l'infection par le VIH. Parmi celles-là, ces personnes diagnostiquées, que 90% accèdent au traitement. Donc ça, c'est des objectifs qui ont été donnés pour les pays du Sud, pour essayer d'améliorer l'accès au traitement, et que parmi les personnes traitées, 90% aient une charge virale indétectable. Donc il faut au final, pour les objectifs de 2020, 73% des personnes infectées soient traitées avec une charge virale indétectable. Pourquoi une charge virale indétectable? Parce que donc la charge virale, c'est le reflet de l'infection, c'est la multiplication de virus dans le sang. Et quand elle est indétectable grâce au traitement, le traitement actuel fonctionne extrêmement bien, les gens ne sont pas contaminants au sein du couple pour leur entourage. Donc l'épidémie on peut espérer, pas éradiquer, mais enfin essouffler, atténuer l'épidémie. Ils ne sont pas contaminants. Et évidemment, ils sont en bonne santé. Maintenant, si on prend son traitement et qu'on améliore son immunité au-dessus de 500 CD4, on a la même espérance de vie qu'une personne non infectée. Même problématique de santé que les personnes non infectées. Voilà. Et les objectifs pour 2030, c'est, donc 10 ans plus tard, c'est 95%, 95%, 95%, donc 86% des personnes infectées qui doivent être diagnostiquées, traitées et avoir une charge virale indétectable. Actuellement en France et dans beaucoup de pays, on traite toutes les personnes diagnostiquées. Ça c'est depuis 2013 en France, toute personne diagnostiquée arrive assez rapidement dans le soin finalement et reçoit un traitement assez rapidement. Et donc voilà, donc comment améliorer ces chiffres? Il faut augmenter le dépistage, ça c'est une problématique importante actuellement. Dans des groupes de population, on arrive à faire des programmes de dépistage larges, notamment dans les populations, chez les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes. Dans les populations migrantes, on a beaucoup plus de difficultés, on n'arrive pas très bien à les attraper. Améliorer l'accès aux soins, ça c'est pas trop mal en France en tout cas. Traiter rapidement, ça c'est pas mal parce que VIH égale traitement, on a quand même un système de soins qui est quand même assez magique malgré tout, malgré les difficultés. C'est un accès universel au traitement pour les VIH et pour les maladies graves. Les gens sont traités en France grâce à l'AME et améliorer la réponse au traitement. Donc voilà, ça c'est les chiffres en 2013, ça s'est un petit peu amélioré. C'était même en 2010, pardon. Donc ce sont des estimations mathématiques et vous voyez que les personnes migrantes, les hommes et les femmes, pardon, je suis en train de montrer sur mon écran. Bref, en bleu et en rouge, les hommes et les femmes, vous voyez que c'est 43% des hommes parmi 100% infectés et 43% des femmes et 39% des hommes qui sont infectés par le VIH et qui sont traités avec une charge virale indétectable. Donc les deux échelles n'étaient pas tout à fait équivalentes. Si on met en relation les objectifs pour 2030, vous voyez qu'on est très en dessous. Donc on ferait agrandir l'échelle, on est très en dessous des objectifs de 2030. Et même de 2020. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a quand même une disparité entre les différents groupes à risque. Pour avoir 80, actuellement, on estime donc les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, donc 87% de ces personnes-là
ont une charge virale indétectable sous traitement, 87% des personnes infectées. Et puis dès qu'on voit les personnes hétérosexuelles, femmes, non français et hommes non français, on est à 82% et 79%. Une fois qu'on a la réponse, une fois que les gens sont traités, la réponse virologique est relativement rapide et elle doit être également persistante. En fait, il ne faut pas obtenir une première réponse, il faut qu'elle soit constante dans le temps. Donc ça, je vais passer très rapidement, mais en gros, il y a plusieurs études qui suggèrent, qui montrent que la première réponse virologique, elle est différente suivant les populations. Donc les migrants ont risque de ne pas avoir de réponse virologique satisfaisante après l'initiation du premier traitement antirétroviral. Et ça, c'est particulièrement vrai quand on regarde, par rapport à ça, c'est une étude en Espagne, quand on regarde, c'est les migrants originaires d'Afrique subsaharienne qui ont une moindre réponse virologique par rapport aux natifs espagnols, alors que les migrants originaires d'Amérique latine en Espagne ont la même réponse que les Espagnols. Voilà. Et quand on regarde par sexe, alors il y a ces études, elles sont difficilement comparables parce que on compare aux natifs français, italiens, espagnols, etc. Donc en Europe de l'Ouest, on a les pays où on a accès au traitement plus facilement qu'aux États-Unis notamment. Mais les natifs, ça englobe toutes les personnes hétérosexuelles françaises et toutes les personnes homosexuelles françaises, hommes et femmes. Et on sait quand même que les personnes homosexuelles, les hommes homosexuels ont un niveau de vie globalement meilleur que les autres, une connaissance des pathologies qui les concernent meilleure et vont plus demander les traitements, les derniers traitements recommandés, etc. Donc c'est un peu compliqué de mélanger ces groupes, ce comparateur, ces groupes de comparaison. Et puis après, quand on regarde les migrants, les migrants c'est une espèce de fourre-tout. Il y a les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, les migrants originaires d'Amérique latine, les migrants originaires d'Amérique du Nord, d'Europe de l'Ouest, et les migrants originaires d'Europe de l'Est ou d'Asie. Bon, ceux-là, ils sont beaucoup moins nombreux, mais voilà, vous voyez bien que ce n'est pas du tout la même chose. Quand on regarde par sexe, c'est pareil. C'est plutôt les hommes originaires d'Afrique subsaharienne et les femmes originaires des Caraïbes qui ont une réponse virologique. Et d'autres études qui montrent qu'il n'y a pas du tout de différence selon la migration, mais que c'est juste une différence selon le sexe. C'est-à-dire que quand on compare aux hommes homosexuels, c'est juste les hommes non homosexuels nés en France ou non homosexuels nés dans un pays d'Afrique subsaharienne qui ont une moins bonne réponse virologique. Donc voilà, est-ce que c'est la migration? Est-ce que c'est les hommes qui vont moins se faire dépister, moins voir le médecin traitant, moins faire attention à leur santé, qui sont plus dans des problématiques, dans certains cas, en tout cas pour les migrants c'est assez vrai, de nécessité de travail pour envoyer l'argent au pays, etc. Voilà. Pourquoi ces disparités? Vous voyez que dans la première charge virale indétectable, différentes études ont montré que quand on a un niveau d'éducation moindre, on a une moins bonne réponse au traitement. Quand on a un index de précarité géographique, ça c'est en Suisse, ça a été regardé, il y a une moins bonne réponse au traitement. Et vous voyez, ça, cette étude où, malgré qu'il y ait un ajustement sur le niveau le fait de travailler ou pas, d'avoir un emploi ou pas, les migrants par rapport aux natifs, je crois que c'est en Italie ça, les migrants ont ce risque d'échec virologique, donc de ne pas avoir une charge virale indétectable, une première charge virale indétectable sous traitement. Donc voilà, ça on va passer. Donc voilà, il y avait plusieurs questions. Quel sens de comparer les migrants tout poulets, hommes, femmes, quelle que soit l'origine géographique, avec les natifs tout poulets? Quels sont les déterminants qui influencent la réponse virologique? En fait, est-ce que ce sont des déterminants culturels liés au pays d'origine et au fait que quand on prend en charge ces personnes-là, on n'a pas la bonne relation avec elles tout simplement et on n'arrive pas à faire passer nos messages? Est-ce que c'est le niveau social, le niveau d'éducation qui fait que comprendre la santé, la nécessité de se traiter, c'est plus compliqué? Ça m'arrive en consultation de faire des cours de gynécologie tout simplement aux femmes pour leur expliquer comment on tombe enceinte et quand est-ce qu'on est enceinte, etc. Des cours de gynécologie, expliquer un peu comment ça marche, quoi. Quels sont est-ce que c'est une question économique? Est-ce que c'est lié à la précarité, la première nécessité d'avoir un travail, de gagner un minimum d'argent, ce qui fait que la consultation médicale, ça passe vraiment au deuxième plan? Et est-ce que c'est une problématique conjoncturelle? Je dis, mais enfin, il y a un isolement affectif, une solitude qui fait qu'à un moment, il y a une dépression, on s'en moque, on abandonne tout et on se laisse aller. Voilà. Donc c'est ces différentes questions
qui nous intéressaient. On n'a pas pu les explorer toutes, évidemment. Et également, puisqu'il y a eu pas mal d'études sur la première réponse virologique, on voulait savoir si, une fois que les gens ont une première charge virale indétectable, quels sont les facteurs associés à la durabilité de cette réponse virologique, parce que pour avoir les 90, 90, 90, il faut avoir une charge virale, une réponse, mais la garder dans le temps. Voilà. Donc, on a voulu identifier les déterminants associés à la durabilité de la réponse virologique sous traitement antirétroviral chez les patients infectés par le VIH, en évaluant plus spécifiquement le fait d'être migrant, notamment selon la région d'origine, et les déterminants socio-économiques. Donc, j'imagine que vous connaissez, enfin, je ne sais pas, les cohortes qui sont chez Laurence Meyer, non? Donc, il y a une cohorte qui s'appelle la cohorte Copana, qui est une cohorte financée par la NRS, qui a inclus 800 adultes. L'objectif, c'était d'évaluer, de faire... bon, c'est 800 adultes infectés par le VIH de façon récente, pour pouvoir les suivre au cours du temps et voir les conséquences de l'infection par le VIH diagnostiquée et des traitements du VIH. Donc, infectés par le VIH depuis moins d'1 an, sans avoir reçu de traitement antirétroviral avant l'inclusion de la cohorte. Et les patients ont été enrôlés entre 2004 et 2008, et la cohorte a inclus des données des patients jusqu'à l'année dernière. Donc les patients étaient inclus dans 37 hôpitaux en France. Et donc il y avait un suivi clinique et biologique, comme dans le suivi standard des patients, tous les 6 mois, et un auto-questionnaire tous les ans, qui évaluait notamment le mode de vie, les consommations d'alcool, de tabac, le fait de vivre avec quelqu'un, le nombre d'enfants, etc., et les conditions socio-économiques plus larges. Donc on a regardé les patients qui avaient une première réponse virologique au traitement, charge virale inférieure à 50 copies, dans les 12 mois suivant l'initiation d'un traitement antirétroviral, bon, peu importe la définition du traitement. Et voilà, on a exclu quelques patients qui n'avaient pas répondu au questionnaire, et puis 3 patients qui s'étaient contaminés par toxicomanie intraveineuse, parce que voilà, 3 on ne pouvait rien en dire. Et pour évaluer la durabilité de la réponse virologique, qui est un événement positif, mais dont on souhaite qu'il continue dans le temps, finalement on a regardé la non-durabilité, le fait d'avoir un rebond virologique, d'avoir un échec secondaire après un premier succès du traitement, donc avoir une charge virale qui se repositive avec des critères qui sont en accord avec les guidelines de prise en charge. Une charge virale suffisamment positive, quand la charge virale est positive une fois à très petit taux, ce n'est pas un échec virologique. Voilà, donc on a suivi les patients jusqu'au rebond, donc charge virale à plus de 1000 copies, ou jusqu'à la date de décès, la date de dernière nouvelle, ou la date de clôture de la base, c'était décembre 2015. Voilà. Les migrants, le statut de migration a été défini par le fait que les personnes étaient nées hors de France et soit n'avaient pas, sans être français, sans avoir la nationalité française a priori, ou soit français, né hors de France et pas de nationalité française. C'est un critère qui est pris dans les études Copana, dans d'autres études, on n'a pas forcément choisi ça, mais là c'est un choix qui a été fait pour être homogène avec d'autres études sur Copana. Donc né hors de France et pas nationalité française, ou né hors de France et arrivé en France après l'âge de 15 ans. Parce qu'on se disait qu'avant 15 ans, bon déjà ils ne sont pas très nombreux les personnes infectées par le VIH qui sont arrivées en France avant 15 ans, mais ça peut changer, mais bon, jusqu'ici c'était surtout des personnes qui venaient pour des motifs économiques et qui arrivaient en France autour de 25-30 ans. Mais voilà, on voulait être sûr qu'il n'y avait pas le phénomène culturel, l'acquisition de la culture du pays d'accueil qui aurait influencé. Et on a eu trois origines géographiques, donc on a défini 3 groupes. Les personnes nées en France, les personnes nées dans un pays d'Afrique subsaharienne et les personnes nées ailleurs. Là c'est une espèce de fourre-tout, avec principalement des personnes nées en Amérique du Sud. Donc on a regardé voilà, les probabilités de rebond et les facteurs associés au rebond virologique selon l'origine géographique, avec différentes variables qui ont été regardées à l'introduction des traitements, donc des variables liées à l'infection par le VIH, c'est des cas charge virale, les comorbidités, les événements liés au VIH, des facteurs démographiques traditionnels, sexe, âge, groupe de transmission du VIH aussi, et puis les habitudes de vie, tabac, alcool. L'index VAX, qui est un index de fragilité clinique qui a été montré comme étant associé dans la population des personnes infectées par le VIH, également la population générale a plus de comorbidité et plus d'hospitalisation.
Et puis, pour les facteurs socio-culturels, socio-économiques, socio-culturels, on a regardé les facteurs familiaux, donc la situation familiale, notamment si les personnes vivaient en couple ou pas. Le sentiment de solitude, alors ce sont des auto-questionnaires, donc vous sentez-vous très seul, un peu seul, pas du tout seul, ou très entouré. Enfin, c'est des personnes qui répondent elles-mêmes. Et le partage du secret, dans l'affection par le VIH, le partage du secret chez les personnes originaires de l'affection sexuelle. Enfin, voilà, le VIH est une maladie sexuellement transmissible, mortelle, sans traitement. Donc à l'origine d'une exclusion majeure et de beaucoup de tabous, de stigmatisation, ça vous le savez tous. Et comment dire, dans la population chez les personnes originaires de l'Afrique subsaharienne, c'est extrêmement important, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'en parlent jamais, même pas à leur conjoint, et on sait que c'est associé à une meilleure prise du traitement, il vaut mieux partager ça avec une personne. En gros, quand on arrive à faire dire l'affection par le VIH à nos patients, à quelqu'un de l'entourage, peu importe la personne, c'est déjà énorme dans la prise en charge médicale. C'est-à-dire qu'on sait que la personne, les choses vont mieux se passer. Et comment dire, voilà, schématiquement, les femmes, quand on leur annonce qu'elles sont affectées par le VIH, c'est « mais pourtant, j'étais pas une coureuse », enfin voilà, c'est ça le poids qu'il y a, et que j'aurai jamais d'enfants, et donc chez les femmes africaines, c'est très important d'avoir des enfants. Et chez les hommes aussi de transmettre la lignée. Donc voilà, ou si quelqu'un le sait dans mon entourage, tout mon quartier, toute ma ville, toute ma communauté, tout mon village au pays va être au courant, etc. etc. Après, on a regardé donc, le niveau d'éducation, l'existence d'un emploi, le revenu, les difficultés financières perçues et le type de logement. Un certain nombre de personnes migrantes, voilà, est-ce que les gens étaient logés chez eux, soit propriétaires de leur logement, soit locataires, ou est-ce qu'ils étaient logés à l'hôtel, au pire, ou est-ce qu'ils étaient logés dans la famille, ce qui est quand même un logement assez précaire finalement, d'être hébergé par un cousin du village ou même par une sœur, une vraie sœur ou un vrai frère. C'est moins bien que d'être logé chez soi. Bon, donc on est parti du 100 patients, il est arrivé à 499 patients, donc il y a quand même une perte de 300 personnes. C'est-à-dire qu'entre ceux qui commençaient un traitement et ceux qui avaient un succès virologique assez rapidement, vous voyez, on a quand même 100 personnes qui n'avaient pas de succès virologique dans la première année. Donc on a inclus 500 patients. Les groupes, grosso modo, ça c'est lié à l'épidémiologie de l'infection par le VIH. En France, on a, chez les personnes nées en France, beaucoup de personnes homosexuelles, hommes, et chez les personnes nées en Afrique subsaharienne, beaucoup de femmes hétérosexuelles. Et voilà, dans les autres, parce que c'est la migration originaire d'Amérique du Sud, beaucoup d'hommes homosexuels. Là également, la plupart des personnes beaucoup des personnes sont suivies, notamment pour les personnes migrantes dans l'Île-de-France. Ça aussi, c'est lié à l'épidémiologie de l'infection par le VIH en France. Et puis vous voyez des CD4 un peu plus bas, donc une immunité au début de la prise en charge plus basse chez les migrants originaires de l'Afrique subsaharienne, ça c'est connu, et un index de vulnérabilité qui était moins bon chez les personnes originaires d'Afrique subsaharienne, à l'inclusion à l'initiation du traitement antirétroviral. Vous voyez également que les facteurs socio-économiques sont moins bons chez les migrants par rapport aux personnes nées en France. Donc les personnes nées en France, c'est tout ce qui est en vert, en bleu les personnes originaires d'Afrique subsaharienne et en rouge les autres. Et donc à part le fait de vivre seul ou pas seul, c'est à peu près pareil dans l'ensemble des populations. Les populations originaires, les migrants en général, les populations originaires d'Afrique subsaharienne plus particulièrement, ont un moins bon niveau d'éducation, sont plus souvent allés jusqu'au collège ou en dessous, et pas plus qu'au collège, ont des difficultés financières plus importantes, sont plus souvent non employés, ne vivent plus souvent pas chez eux, dans leur logement propre, se sentent plus souvent seuls, et ont beaucoup moins souvent parler de leur séropositivité à leur entourage. C'est parfois, voilà, mais bon, il y a des Français aussi comme ça, mais les parents ne sont pas au courant, la fratrie n'est pas au courant, et le conjoint, et là c'est très très compliqué à vivre, le conjoint ne sait pas. Heureusement, les traitements sont extrêmement efficaces actuellement, mais voilà, ça permet de déculpabiliser un peu.
Donc là, c'est bon, une courbe qui n'est pas encore très jolie, mais bon. Vous voyez, en haut, c'est les personnes nées en France, et on avait différencié les personnes hétérosexuelles et les personnes homosexuelles, puisque les personnes homosexuelles ont toujours des meilleures réponses et des meilleurs critères cliniques sous traitement. Vous voyez que là, c'est à peu près comparable, finalement, l'évolution, la probabilité de rebond virologique sous traitement. Vous voyez que les personnes originaires d'Afrique subsaharienne ont un taux de rebond de 15% au bout d'un an, après le premier succès. Donc il y a en fait, ils prennent leur traitement, tout va bien, et puis il y a au cours du temps une lassitude, quelque chose qui fait qu'il y a une cassure, quoi. Et 33% de ces personnes ont un premier rebond virologique sous traitement. Chez les autres aussi, hein, c'est 10 et 30% chez les autres migrants. Et vous voyez, alors vous allez voir qu'avec l'ajustement, la différence est moins importante. Donc en analyse univariée, les migrants ont, pour les migrants originaires d'Afrique subsaharienne, un risque 2,5 fois plus important d'avoir un rebond virologique après le premier succès. Les autres migrants ont un risque de quasiment 2 fois plus important. Et puis les autres variables, alors c'est le sexe féminin, le mode de transmission hétérosexuel, ça c'est juste lié au fait que les migrants originaires d'Afrique subsaharienne sont plus souvent hétérosexuels et des femmes. Des variables connues, bon, SIDA, etc. Et en univarié, c'est le secret, avoir gardé le secret par rapport à l'infection par le VIH, avoir un niveau d'éducation bas, des difficultés financières et pas d'emploi, et ne pas vivre chez soi. Et quand on regarde ce que ça donne en termes d'ajustement, ce qui sort surtout, c'est il n'y a plus du tout de différence en fonction de l'origine géographique. Et ce qui reste, c'est bon, le traitement, peu importe, mais le fait de ne pas avoir partagé son secret par rapport à l'infection par le VIH avec quelqu'un de l'entourage. Et puis on a regardé, donc les modèles ont été mis pas à pas en regardant les scores d'Akaike progressivement. Donc on a laissé ce qui modifie le plus le risque initial, qui était autour de 2,5 pour les migrants, les Africains, et le risque final après ajustement, c'était donc la révélation du statut VIH, les difficultés financières perçues et le niveau d'éducation. Et en fait, dans une autre étude, on a montré que la révélation du statut VIH est assez liée au niveau d'éducation, aux difficultés financières perçues, parce que on peut imaginer que quand on est dans un état de précarité important et qu'on a besoin de son entourage juste pour être hébergé, financé, nourri, on ne va pas raconter des choses qui risquent de faire qu'on est mis à la porte. Parce que c'est ça, hein, de temps en temps, les gens découvrent des ordonnances ou des papiers sur lesquels ils n'auraient pas dû tomber et la personne est mise à la porte. Bon, la discussion, je vous propose de passer, si vous voulez. Je ne sais pas, moi je peux faire, mais c'est trop long, je pense. Enfin, non. Quelle heure il est? Ah, je ne sais pas. 17h32. Bon, peu importe, c'est pas grave. Alors voilà, donc on a un taux élevé de rebond virologique après une première réponse virologique sous traitement antirétroviral chez les migrants. Voilà, donc les difficultés sociales chez les migrants sous-tendent le non-maintien de la réponse au traitement antirétroviral. Le secret vis-à-vis du statut est un déterminant très important de la durabilité de la réponse virologique. Ceci malgré l'accès au traitement universel et l'accès aux soins gratuits, qui est quand même, encore une fois, quelque chose d'extrêmement... c'est le cas en France. À partir du moment où on peut prouver, même grâce au pass, on peut accéder au traitement. Qu'est-ce que j'avais peut-être fait une diapo avant. Ça, j'ai déjà parti. Oui, c'est ça. Alors moi, je me disais, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire après une fois que... Parce que toutes ces analyses de déterminants, de déterminants sociaux, culturels ou socio-économiques de la santé, c'est très important de les montrer. Mais après, moi, je suis soignante. Et qu'est-ce que ça implique pour ma prise en charge? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Alors, je n'ai aucun pouvoir politique, ça c'est clair. Sinon, ça serait... je pourrais mettre en mes voeux, c'est réalisé. Mais bon, pour le cas... Et donc voilà, ce qui se passe, c'est qu'il y a quand même une prise en charge multidisciplinaire qui est extrêmement importante. C'est-à-dire que il y a quand même, de la part des infirmières, de certains médecins, de certaines infirmières, pardon, je dis n'importe quoi, mais de certains soignants, on va dire, il y a une espèce d'a priori vis-à-vis des personnes, des migrants, comme il y a des a priori vis-à-vis de populations différentes de soi-même, quoi, en fait. Donc voilà, c'est que les migrants, ils ont parfois certains du mal à gérer le temps. C'est vrai que quand on n'est pas dépassé la 7e, le CM2,
on peut arriver facilement une demi-heure, une heure en retard à la consultation, on perd les papiers, on oublie la consultation, etc. Et il y a des infirmières de consultation qui supportent assez mal. Donc il y a tout un travail d'information et d'éducation, entre guillemets, qu'on peut faire, nous. Des administratifs, alors là on est très loin des administratifs, ça c'est assez catastrophique. Aux caisses des hôpitaux, les gens ne sont pas toujours très gentils, et d'autant moins que la personne est plus fragile. Une prise en charge multidisciplinaire très importante avec l'aide de psychologues et d'assistantes sociales. Et ça, malheureusement, dans la problématique actuelle de réduction des budgets, eh bien, c'est critique parce que on peut emmener la personne voir l'assistante sociale, on peut remplir les papiers, mais on ne sait pas. On ne connaît pas les circuits sociaux et on ne sait pas comment. Et puis on n'a pas le temps non plus d'aider les personnes. Donc voilà, c'est juste ça qui me semble un petit peu à mon petit niveau sur lequel je peux agir. Après une culture du soin différente, c'est-à-dire qu'il faut avoir avec certaines de ces populations plus précaires une démarche active d'aller les rechercher. À l'hôpital, on peut relativement le faire, on sait quelles sont nos files actives, on peut rappeler les patients. C'est plus difficile en ville, je pense, où les gens suivent beaucoup de monde et ils ne peuvent pas faire comme ça de rappeler systématiquement. Je crois qu'on peut s'arrêter là. Je vous remercie. Oui, pardon. Vous avez une explication pour l'impact du secret? Vous avez fait une étude qualitative, par exemple? Qualitative, non. D'abord, parce que moi, je ne sais pas faire ça. Mais on peut demander à des sociologues, mais je ne sais même pas, parce que souvent, les sociologues, les anthropologues qui font des études qualitatives, ça que je ne sais pas bien les interpréter, c'est très intéressant, ce sont des histoires de vie, etc. Mais après, c'est toujours sur des petits échantillons, donc ça donne des pistes, mais c'est compliqué. On avait fait cette étude, nous, mais parce que ce sont des personnes qui sont... Enfin voilà, on avait fait cette étude, il y a eu 2 ou 3 études quantitatives sur les personnes, sur le secret. Mais ça montre un petit peu toujours la même chose, c'est-à-dire que là, c'était des personnes qui voyageaient, donc qui avaient la situation économique suffisante pour prendre un billet d'avion, retourner dans leur pays d'origine, qui avaient une charge virale contrôlés avant le départ, à moins de 200 copies, et qui prenaient un traitement depuis assez longtemps. Et on a vu que ceux qui partageaient le secret au conjoint, c'était des gens qui avaient un niveau d'éducation plus élevé, qui avaient une situation socio-économique meilleure. Oui, mais parce que, voilà. Comment ? Tout se tient, et là, je veux dire, vous constatez les corrélations, voilà. Vous ne voyez pas le mécanisme sur lequel éventuellement vous pourriez agir. C'est beaucoup de... Ils ne prennent pas bien le traitement en se cachant, je ne sais pas quoi. Par exemple, parce qu'ils se cachent pour prendre le traitement, je ne sais pas. Ah oui, alors le fait de se cacher pour prendre le traitement, ça a été un problème pendant longtemps, parce qu'il fallait prendre les traitements en buvant ou avec le repas. Ça l'est moins maintenant. Mais c'est vrai qu'ils ont une peur extrêmement importante d'être découverts. Il y a quand même... chez les Africains, enfin subsahariens, on a besoin de quelque chose, on va se servir dans la veste de l'autre, quoi. Donc c'est comme ça. Et c'est comme ça. Donc en fait, il y a quand même une grande angoisse. Donc moi, je me bats avec ma secrétaire pour qu'elle n'envoie pas de courrier, parce que maintenant, on nous demande d'envoyer les courriers de consultation et d'hospitalisation aux patients, parce que c'est leur dossier. Et moi, je me bats parce qu'ils ne veulent pas recevoir. Et puis il y a régulièrement des problèmes parce qu'elle oublie. Et parce que c'est pas écrit. Donc ils ont très peur de ça. Les comprimés, ils les déconditionnent. Alors ça va à peu près. Nous, on trouve des espèces de trucs. Je dis, ils disent qu'ils ont une hépatite virale ou une hypertension artérielle. Enfin, on raconte, on dit autre chose. Les préservatifs, pendant longtemps, on disait qu'il faut mettre des préservatifs, il faut mettre des préservatifs. Maintenant, je ne sais pas si vous avez entendu, à l'IAS l'année dernière, c'était undetectable égale untransmissible, donc indétectable égale non transmission. Donc en fait, du coup, ça permet quand même d'enlever cette pression vis-à-vis du préservatif, parce que de toute façon, le préservatif ne sera pas toujours mis, voire jamais mis, quand c'est pas dit au conjoint. Voilà. Donc il y a, je pense, et puis il y a aussi une espèce de fuite, quoi. C'est-à-dire que c'est tellement lourd à porter. Mais ça, c'est à mon petit niveau, enfin, j'ai pas d'études. C'est ce que les gens disent, c'est ce qui est un peu, quand les sociologues interrogent et ça. C'est extrêmement lourd à porter. Pour les femmes, il y a des femmes et des hommes qui ont peut-être encore des relations sexuelles de temps en temps, mais qui n'ont plus de vie familiale, enfin affective, qui le disent très clairement, c'est fini. Et c'est vrai que j'ai beau leur dire, mais non, voilà, c'est vraiment fini. Pas d'enfants, et ça c'est une femme
ou un homme qui transmet pas, qui n'a pas de génération après lui, n'a pas d'existence sociale en fait dans cette communauté-là. Quasiment. Et ils se sont infectés avant de venir en France? Alors là, il y a des études, c'est Annabelle Desgrisou qui a beaucoup travaillé là-dessus. On estime que, je crois que c'est entre 40 et 47% des personnes se sont infectées après l'arrivée en France. 30 et 37, pardon. Ça, c'est 30-37, je me suis trompée. Non, c'est entre 30 et 50% des 30 et 50, carrément. Moi, je disais 40-47. Voilà. Donc c'est pas des histoires de souches qui seraient différentes ou je sais pas. Comment ça? Pour la réponse? Non, en fait, il y a eu beaucoup d'études pour voir si il y a des souches, mais on le sait, des types de VIH qui ne répondent pas à certains traitements, mais ça, on le sait quand la personne se fait dépister. Mais après, non, il y a la même réponse au traitement sur Oui, moi, j'ai les mêmes questions. En fait, donc l'existence d'un rebond, c'est forcément l'arrêt du traitement. Il n'y a pas d'autre explication. Ouais. Avant, quand les traitements étaient moins efficaces, on se disait qu'il y avait peut-être des interactions ou une mauvaise absorption, mais maintenant, donc c'est un problème d'observance. Pourquoi vous le racontez pas comme ça? Ça veut dire quoi? Là, peut-être que vous la racontez. Moi, j'ai eu la même question. Je me suis dit, en fait, c'est l'arrêt Je ne du vais pas traitement. montrer, c'est l'arrêt du traitement, là. Non, vous l'avez mis dans une seule diapo. Sinon, c'était persistance de non-détectabilité. Donc, quelque chose qui est très biomédical. Alors qu'en fait, la question, c'est une question de comportement. Et je pense qu'on l'aborde de toute façon. C'est pour ça qu'il y a ces questions-là. Moi, je comprends très bien que c'est une question de comportement, mais du coup, les réponses que vous donnez, c'est des réponses de comportement. Il faut être gentil avec eux. Enfin, je ne dis pas ça de façon méprisante, hein, mais je veux dire, faut y faire attention, il ne faut pas leur écrire, etc. Donc, il n'y a pas de réponse. Je pense qu'on ne chercherait pas la même chose. Quoi. En fait, vous avez exactement la même question. Enfin, c'est pas un reproche, parce que ce que vous avez raconté, je pense que c'est pas une résistance, pareil, mais c'est la façon de le dire pour moi. Alors, vous n'avez pas cette notion d'arrêt de... Après, dans les diapos de discussion, effectivement, j'ai mis des... Vous ne l'avez pas parce que les gens ne le déclarent pas. Mais si c'est la seule des études raison... sur l'arrêt du traitement, effectivement... Si c'est la seule raison, c'est une manière de l'étudier de façon détournée, sans avoir une information directe. Mais j'ai l'impression que ça fait penser à des façons de répondre ou d'analyser qui sont... Alors, il y a eu pas mal d'études sur l'observance. C'est assez compliqué à... Enfin, maintenant, on n'en fait plus parce qu'on dit quand il y a une réplication virale, c'est que le traitement n'est pas bien pris. C'est pour ça que ça fait penser plus à l'étude sociologique ou psychologique. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, de comportement, plus qu'à des études biomédicales. Quoi. Alors, je ne sais pas si Copenhague... je ne sais pas si c'est de mise, mais ici, il y a une sociologue qui a fait une thèse et elle travaillait sur les chimiothérapies dans les traitements des cancers métastatiques, et elle a parlé d'un terme, et c'est super intéressant, c'est le burn-out thérapeutique. Je ne sais pas du tout si ça peut s'appliquer ici, parce que je ne me souviens pas si vous avez montré au bout de combien de temps les traitements en fait, étaient arrêtés. Mais, ça, on ne sait pas trop. Ouais. Voilà, oui, mais ça, je trouve que bon, elle parlait, c'était des chimios, les nouvelles thérapies, ok, mais je trouve que le terme, la question du traitement qui se posait autour du burn-out thérapeutique, je me dis, mais c'est pas tout à fait pareil, mais en même temps... Non, mais la chimiothérapie, c'est pas tout à fait pareil. Oui, on avait regardé aussi la lassitude du traitement. Oui, d'accord. Et quand t'es guéri, tu t'arrêtes. Eh ben oui, mais... Non, mais quand on est guéri, on s'arrête, pas forcément quand même. Mais la lassitude des traitements, c'est sûr, mais la lassitude des traitements, à quoi c'est lié? Parce qu'ils ne sont pas tous... des choses qu'on connaît dans les maladies psychiatriques. Les gens arrêtent leur traitement parce qu'ils se trouvent bien. Oui, mais c'est pas la même chose, les maladies. Enfin, moi je trouve. Non, mais je dis pas que c'est pareil, mais moi ça me fait plus penser à ça. Ouais. On est guéri, on n'a plus de maladie, on n'a plus de symptômes, tous les examens biologiques sont normaux, pardon. Oui, alors là, quand même, il y a des gens, par exemple, le fait d'avoir fait un événement SIDA, c'est significativement associé à une bonne prise durable du traitement. Parce que les gens, quand ils se sont vus mourir, quand même, parce que c'est des maladies graves, après ils prennent bien, souvent. Mais, comment dire, qu'est-ce que je voulais dire? C'est des gens qui ont été infectés récemment. Non, enfin qu'on a découvert. Oui. Parce que je pense qu'il y a le même genre de choses pour les transplantations aussi. Oui. C'est ce qui explique qu'il y a des rejets, c'est les mauvaises prises de traitement. Oui, mais alors là, il y a quand même le côté psychologique supplémentaire qui fait que c'est une... Ça, c'est... Enfin, nous, en tant que blancs, on a du mal à réaliser. C'est lié à la relation affective et sexuelle extrêmement intime, la transmission. Et donc, en fait, je ne sais pas, moi je suis pas anthropologue et j'exprime ça mal, mais quand vous annoncez ça à quelqu'un, et on a une cancérologue dans le service, elle ne comprend pas, elle dit maintenant les gens affectés par le VIH, pourquoi tu m'en parles, c'est rien du tout, on les soigne, ils vivent bien ça. Mais non, parce qu'en fait,
et ben tout va être compliqué. Enfin, vous allez draguer, ou pas draguer, ou enfin, dans une boîte de nuit, pas dans une boîte de nuit comme ça, dans un dîner, et ben vous avez ça dans la tête en disant mon Dieu, comment je vais lui dire, est-ce que je dois lui dire, comment je fais, est-ce que je lui mens, est-ce que je lui mens pas, et si je lui mens quand il saura, qu'est-ce que ça va donner, il va me quitter. Enfin, voilà. Enfin, on peut imaginer ça. Enfin, on a été jeunes et on a eu envie d'avoir des copains. Ça c'est vrai, un peu sur la des prises de traitement. Des questions maintenant, on propose un essai de prendre 4 jours sur 7. Un jour sur 3, un jour sur 4 jours sur 7. Facile à prendre. Oui, alors il y a certains qui préfèrent prendre tous les jours, il y en a d'autres qui sont contents de ça. Voilà, mais il y a un essai. Déjà, c'est un essai en évaluation parce qu'il faut montrer que ça marche aussi bien que de prendre tous les jours. Donc ça, c'est en cours d'évaluation, les inclusions viennent de se terminer. Et voilà, c'est dépendant, c'est les personnes qui décident après. Il y en a qui demandent, il y en a qui ne veulent pas, parce qu'ils ont aussi peur de contaminer leur conjoint, parce que ça veut dire qu'il faut avoir une charge virale. Voilà, pas de préservatif, ça veut dire qu'on prend parfaitement son traitement. Le fait, c'est qu'ils ont une situation beaucoup plus précaire et que du coup, ils ont du mal à observer. Oui, mais ça, on est dans tout traitement, etc. On est d'accord, mais là, par exemple, c'est une étude qu'on avait fait, on a pris un score de précarité qui est le score EPIS. Donc entre Bobigny et Béclère. Donc Bobigny, c'est un hôpital où il y a beaucoup de migrants. Béclère, finalement, il y a pas mal de précarité aussi. Donc le score de précarité est destiné autour d'un index de 30,17. Donc ça, c'est les questions. C'est des questions qui peuvent être critiquables. C'est un score qui est un peu ancien. C'est écrit tout petit, non, c'est bullisé. En plus, c'est un score qui est un peu ancien. Moi, je l'ai fait passer en hôpital du jour, donc c'est génial parce qu'on apprend plein de trucs sur la vie des patients. Notamment, moi, j'avais un patient qui avait une PMD, qui n'avait jamais travaillé, qui avait l'allocation adulte handicapé. J'ai appris qu'il était allé jusqu'au bac C, qui était, je pense, un peu précoce comme enfant, mais un peu aussi hyperactif, et qu'en terminale, il est parti dans la rue et ça s'est arrêté là. Enfin, bon, je raconte ça parce que c'était très intéressant pour avoir la vie des patients. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Rencontrez-vous parfois un travail social, bénéficiez-vous d'une assurance maladie complémentaire, donc une mutuelle, ou la CMU complémentaire, la vivez-vous en couple, etc. Plusieurs questions sur aussi, prenez-vous soin de vous, allez-vous au spectacle, faites-vous du sport, partez-vous en vacances, est-ce que vous avez des contacts avec des membres de votre famille, un peu plus lointaines, est-ce que vous pouvez compter sur votre entourage si vous avez des problèmes financiers. Et voilà, et donc quand on regarde ça, ah oui, j'ai pas mis la zut. En fait, il y avait beaucoup de précarité. En 1. Non, mais je voulais montrer les scores EPIS, il y avait, voilà, 16,5, non, pardon, 351 vous voyez, 351 personnes précaires sur 475. Donc je ne sais pas combien ça fait en pourcentage, mais c'est énorme. Entre Bobigny et Béclère. Et c'est pas 351 sur 375 qui a une charge virale détectable. Donc en fait, il y a quand même quelque chose qui est du domaine de la force intérieure, ou je sais pas quoi, des gens en situation socio-économique équivalente, il y a des gens qui rebondissent et d'autres qui... Oui, mais dans les analyses multivariées, on voit qu'il y a des facteurs qui sortent. Bien sûr, j'ai pas dit que c'était... J'ai pas dit que ça facilitait les choses de ne pas manger à sa faim. L'histoire du secret, est-ce qu'on peut parler d'un socio-économiste ou socio-scientifique, c'est ce qu'on appelle culturel. Je vois comment du familial. Qui dit que le secret, il n'est pas lié... Il est beaucoup lié aux situations de précarité aussi. Entre lié et identique. Voilà. Est-ce que c'est que ça? Oui, parce que c'est ajusté sur tout. On ne va pas faire la même chose si c'est identique. Enfin, Jean. Si c'est un problème statistique. Et vous avez testé s'il y avait un effet hôpital? On a ajusté sur l'hôpital. Il n'y a pas d'effet hôpital. En fait, la précarité existe aussi à Clamart. Et les résultats étaient pareils entre Clamart et Avicenne. Il y avait plus de précarité à Avicenne, mais il y avait beaucoup de précarité à Béclère. On était très étonnés. Plus des gens anciens toxicomanes. Ça ne vaudrait pas la peine d'aller explorer de façon plus fine, alors de manière qualitative, avec des sociologues, des anthropologues. Parce que moi je suis partante. Non mais ce que je veux dire c'est que là, en fait, on est un peu, sur sa fin et on sent qu'il y a des choses. On sent, moi l'impression que j'ai, c'est que les questions qui sont les questions qui sont posées, effectivement, elles ne permettent pas vraiment de comprendre ce qui se passe. Bien sûr. Elles montrent quelque chose. Et si on, en plus,
Après, il y a tout le facteur dépression aussi. Hein, oui, mais psychologique, on n'évalue pas. Je trouve que c'est... quand vous dites, oui, peut-être le personnel soignant, il devrait être plus ceci, moins cela. En tout cas, je trouve pas que les résultats, ils amènent forcément à ça. Non, ça c'est juste parce que je suis soignante et je suis complètement d'accord. C'est comment faire pour améliorer. Je trouve que, je sais pas, ça doit quand même exister d'ailleurs les études sociologiques auprès déjà des personnels soignants. Je sais pas, il y a des gens qui ont bossé sur secret du côté des patients et secret du côté du personnel soignant. J'y connais rien, moi je ne bosse pas sur le VIH, enfin c'est pas un truc. C'est quoi nouveau, quoi. Donc ça doit. Non, ça n'existe pas. Des travaux là-dessus pour essayer de mieux comprendre si c'est ça le... Il y avait une étude dans VESPA, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il n'y a pas après d'analyse plus fine. Comment? Oui, mais VESPA aussi, c'est des questionnaires. Oui, c'est ça, il n'y a pas d'analyse plus fine. Non, il faut faire du calice. C'est ce que je dis. Aller investiguer le secret, la règle de oui, c'est ça. Mais il y a des gens qui ont dû bosser là-dessus, c'est pas possible. Mais non, mais parce que cette histoire de secret... Pour le VIH, c'est pas si sûr, parce que c'est plus récent, c'est pas très très vieux que les traitements sont efficaces à ce moment-là. Donc, je veux dire, la question majeure avant pour le VIH, c'était les soigner. Donc, que maintenant on s'interroge pour savoir pourquoi les gens peuvent pas en parler. On avait le cancer avant, c'est mais le cancer, c'est pas non, l'observance, c'est du secret. C'est pas seulement transmissible et incurable. Le cancer, on a toujours l'espérance de guérir quand même. Nous, on sait qu'il y a certains cancers qui ne se soignent pas, mais en tout cas, donc, c'est vraiment bien que vous restiez